mémoires de master multidisciplinaires, il y a souvent des tensions envers mes collègues un peu plus, pas vieux, plus âgés, et donc qui n'ont pas l'habitude de cela. Et qui donc se disent, mais comment on peut accepter de demander à l'étudiant de faire à la fois la littérature et la sociologie? Comment c'est possible? Soit c'est littérature, soit c'est sociologie. Alors moi je dis non, vous faites les deux, mais en tout cas, ça, on a commencé à entrer dans cela. Alors, d'ailleurs, les Américains ont beaucoup aimé ça. Pour une fois que les Américains ne nous critiquent pas, donc tout va bien. Hein. On va dire qu'on est content. Hein. Et donc, les Américains, dans les universités, donc, notamment dans les départements de français et de littérature dans les universités américaines, ont dit « Ah, mais tous ces grands intellectuels qui sont en train de casser les murs entre les disciplines, donc nos grands intellectuels des années 50, 60, 70, 80, et finalement, c'est très bien, ils ont appelé ça la théorie française, et ça a été enseigné dans toutes les universités. Ça a provoqué quelques petites manifestations. On a commencé à dire que la pensée française installait une idée de révolte dans les universités américaines, mais bon, malgré tout, tout s'est bien passé, surtout au moment du Vietnam. Et aujourd'hui, c'est en train de revenir à Taïwan. C'est ce qu'on appelle les études culturelles en français. Alors je ne le dis pas en anglais parce que tout le monde se moque. Comment vous dites en anglais les cultural studies? Cultural studies. Donc les études culturelles, moi je dis ça en français, c'est mieux. Donc les études culturelles, vous avez de plus en plus d'universités taïwanaises qui sont en train de se spécialiser dans les études culturelles et qui sont fortement influencées par les intellectuels français. Continuons. C'est bientôt fini, je vous rassure. Alors, pour finir justement, il reste un ou deux, ou trois, ou quatre. Donc la psychologie des foules a intérêt à utiliser la théorie du chaos. Et donc, ça nous permet de réfléchir à tout ça. Avant, la foule est traitée de façon idéologique. On avait des visions un peu politiques, c'est-à-dire que la foule était libérale, démocratique, ou alors était révolutionnaire, de masse. Il fallait qualifier presque politiquement la foule. Aujourd'hui, on peut donc étudier les liens qui en composent sa stabilité, sa mutation, son instabilité ou son explosion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, grâce aux sciences humaines, de parler des foules sans en faire un sujet de politique. Parce que nous avons les outils scientifiques pour en parler de façon relativement neutre. Continuons. Alors, ce qui fait que nous avons deux mots en français qui sont assez proches, c'est hypothèse et probabilité. Alors, bien évidemment, nous aimons beaucoup quand quand ce sont les sciences, que ce soit des certitudes. Si vous allez voir votre médecin qui vous dise « Ah, vous avez peut-être une grippe », ou vous avez peut-être un rhume, bon, vous n'allez pas être très ravi qu'ils vous disent « Peut-être, je veux être sûr, est-ce que j'ai la grippe? Oui, non. » Donc, on est habitué dans le monde scientifique d'être dans des certitudes. Ou si c'est une certitude, en plus, elle doit être prouvée. Mais maintenant, on commence à arriver par des probabilités, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus simplement des peut-être. Et, alors là, c'est pas dans la médecine, bien sûr, hein. Là, on est dans les sciences humaines et sociales. Et dans les sciences humaines et sociales, on doit apprendre à réfléchir sans forcément être certain de ce que l'on dit au départ. Ensuite, on peut réfléchir, voir si c'est possible, pas possible, mais en tout cas, commencer à réfléchir à cela. Ça permettra notamment à Taïwan, qui n'a pas de passé sur l'étude des foules, à pouvoir justement réfléchir là-dessus. Et il faut y réfléchir, parce que si la société taïwanaise ne réfléchit pas à la question, elle va continuer à voir la manifestation comme un problème. Et qui dit problème, dit risque. Parce que si, demain, les étudiants recommencent à manifester, il peut y avoir des débordements. Soit parce que les étudiants ne trouvent pas de limite à la manifestation, soit parce que le gouvernement ne sait pas gérer la foule. Donc, c'est une question qui, depuis la manifestation qui a eu lieu l'année dernière,
qui se pose de façon urgente à la société taïwanaise. Continuons. Alors, nous avons donc maintenant de nouvelles perspectives. Donc jusqu'à récemment, les scientifiques pensaient que tout ce que nous ne comprenons pas le sera un jour selon le même procédé des lois physiques. Donc c'est-à-dire avant, il fallait absolument que tout soit prouvé. Résumé. À présent, les chercheurs pensent qu'il faut imaginer le monde selon des bases scientifiques auxquelles il faut rajouter des éléments plus probabilistes. Aujourd'hui, on se dit peut-être. Ainsi, il serait tout à fait possible d'énoncer des théories scientifiques et sociales dans lesquelles les éléments ne seraient pas connus comme une équation imparfaite. C'est-à-dire, on peut très bien terminer quelque chose en disant « je n'ai pas tout fait ». Alors attention, je n'ai pas dit « faites une partie du devoir ». C'est pas ça que j'ai dit. C'est que dans une théorie complète, parce que je vois très bien arriver la semaine prochaine, les étudiants me disent « ah, j'ai pas fini tout le devoir, vous avez dit qu'on peut ne pas tout faire ». Non, 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 j'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que dans une théorie complète, on peut très bien avoir un élément qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas. Suivant. Et donc, étudier la foule, c'est finalement, aujourd'hui, plus simple, parce que nous allons aller vers c'est le troisième, 1, 2, 3, on va aller vers la sensation, l'idée, l'affection. C'est-à-dire qu'on est vraiment, grâce à la psychologie, on est rentré dans quelque chose qui est beaucoup moins politique. Alors, la théorie du chaos donc, se comprend de cette discipline par la possibilité de comprendre un ensemble macroscopique, c'est-à-dire vous avez la totalité d'une foule, et en se focalisant sur quelques éléments. C'est ça qui est ce qui est bien dans la théorie du chaos, c'est qu'on est à 2 degrés, l'ensemble et le particulier. Et dans la foule, c'est ça qu'il faut étudier, parce qu'il y a un élément qui risque de faire, soit d'être perturbateur, soit de changer la nature de la foule. Et donc, il faut pouvoir étudier les deux en même temps. Dans une foule, cette vision est utile, car lors de son évolution, des éléments, ça et là, bougent, interagissent, et à un moment donné, une des actions va impacter sur l'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement regarde l'ensemble, mais qu'il soit capable de regarder les individualités aussi. S'il ne regarde pas les individualités, il ne saura pas anticiper les risques qu'une foule devienne quelque chose de dangereux. Alors, le hasard, ça va être donc la notion principale donc, de la théorie du chaos. Dans les sciences, il n'y a pas de hasard, tout est prouvé. Or, la révolution de la théorie du chaos est de dire que parfois, le hasard est possible. Donc, en effet, aujourd'hui, on peut dire que dans une foule, le hasard a voulu que quelque chose a changé. Et ça, on ne peut pas anticiper. Alors, mais le problème, c'est que c'est difficile à expliquer. Si vous avez, par exemple, dans une école primaire, vous avez tous les enfants qui vont à quelque part, et il va y avoir un accident. Comment on peut expliquer à des parents, mais il y a eu, le hasard a voulu qu'un enfant a bougé, et ça a fait peur à tout le monde, ça a provoqué un accident. On ne peut pas dire à des parents c'est le hasard. Quand il y a un accident qui concerne les enfants, c'est pas possible d'entendre ça. Pourtant, c'est une réalité. Et donc, on ne peut pas le dire, mais par contre, on peut prendre en compte cela. Et quand, aujourd'hui, on pense à la foule, il faut penser au hasard. On ne peut pas tout prévoir. Continuons. Alors, mon cher ami Lacan, qui est notre psychanalyste français, parce que pourquoi prendre Freud quand on a un français, il a dit finalement, maintenant nous sommes dans le retour de la conception platonicienne des sciences, où les sciences humaines dominent les sciences newtoniennes. C'est-à-dire que maintenant, comme chez les Grecs, on n'a pas d'un côté les sciences humaines, de l'autre côté les sciences dures. Nous avons des sciences dures qui sont là, et au-dessus nous avons les sciences humaines. Alors, pour vous montrer aussi un exemple dans les deux, c'est l'éthique. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle du clonage humain, le clonage humain, scientifiquement, on pourrait l'envisager. Mais on se dit, pour des raisons philosophiques ou religieuses ou morales, on n'a pas envie de le faire. Et ça, ce sont les sciences humaines. Et donc, on a compris aujourd'hui que les sciences humaines
ne sont pas quelque chose d'inutile dans la société. Vous savez qu'en tant qu'enseignant, c'est très difficile de convaincre que, à part l'économie, il n'y a pas rien d'utile dans la vie. Pour les parents, il n'y a que le commerce qui est important pour les enfants taïwanais. Tout le reste, c'est inutile. Donc, si vous leur dites, faites une carrière dans la littérature, les parents, ils s'arrachent les cheveux qu'ils ont sur la tête. Donc, mais pourtant, dans la société, les sciences humaines sont absolument indispensables pour réfléchir à l'évolution de la société. Continuons. Alors, je vais enlever ça tout de suite, parce que c'est trop...